Wesh. J'ai mis un petit peu longtemps finalement à tourner une nouvelle vidéo parce que j'avais besoin de digérer un peu les retours de la première, que j'avais besoin de savoir exactement ce que j'avais envie de faire ensuite. Bref, donc aujourd'hui je vous retrouve pour parler un peu de littérature asiatique, plus précisément de littérature chinoise, japonaise et coréenne. En fait au printemps, début d'été, j'ai eu vraiment une très grosse panne de lecture dont j'ai mis longtemps à sortir. Et pour en sortir, je me suis dit que j'avais besoin de voyager, d'aller dans des textes qui allaient me sortir un petit peu, alors pas de ma zone de confort en termes stylistiques, etc., mais plus de mes habitudes, de mes mœurs, de tout ça. Et du coup j'ai décidé de me tourner vers la littérature asiatique. Il y avait plusieurs ouvrages qui me faisaient de l'œil depuis un moment et donc que j'avais dans ma bibliothèque et que j'avais envie de lire. Et voilà, moi je me suis vraiment retrouvée face à une littérature, donc principalement concernant la littérature chinoise et la littérature japonaise, je me suis vraiment retrouvée face à une littérature que j'ai trouvée très dépaysante. Alors, je vais essayer de l'expliquer, mais peut-être de manière un peu maladroite, c'est plus que, en tout cas, la façon dont moi j'ai ressenti mes lectures, ce que j'y ai trouvé, etc. Donc faut pas prendre ce que je vais dire pour des vérités, mais en tout cas pour des choses qui se sont passées pour moi au moment de la lecture. Faut savoir que moi en littérature étrangère, j'ai pas non plus lu énormément de choses. J'ai lu un peu de littérature d'Afrique du Nord, d'Afrique de l'Ouest, d'Amérique du Sud, de la littérature russe, la littérature américaine, enfin états-unienne, un peu de littérature anglaise. Enfin bon, voilà. Et donc la littérature asiatique, j'ai trouvé que c'était vraiment la seule littérature qui a eu sur moi un effet vraiment de dépaysement, où j'ai eu l'impression d'être dans des lieux, dans des rapports sociaux, etc. que je ne connaissais pas du tout. Ce que ne m'ont pas fait les autres pays dans lesquels j'ai pu me plonger. Alors peut-être que c'est dû au choix de lecture que j'ai fait, peut-être que c'est dû à juste une certaine sensibilité, etc. J'en sais rien, mais en tout cas ça a eu cet effet-là pour moi, et j'ai l'impression que c'est notamment dû au fait que la Chine et le Japon, c'est des pays qui n'ont pas été colonisés par des puissances occidentales et qui donc, je pense, ont gardé une certaine indépendance dans leur production culturelle et artistique, une indépendance en termes de forme, de style, de normes, aussi les mœurs en fait qui sont représentées, encore une fois les rapports sociaux qui sont entretenus entre les différents protagonistes des romans, etc. Je trouve que ça change un petit peu de ce que moi j'avais l'habitude de lire jusqu'à maintenant et ce à quoi je suis confrontée en fait dans ma vie quotidienne. Et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Donc aujourd'hui j'avais envie de revenir en gros sur 5 romans, 2 romans de littérature chinoise, 2 romans de littérature japonaise et 1 roman de littérature coréenne qui m'ont fait voilà, cet effet de dépaysement pour, j'espère, vous donner envie de les lire. Le premier dont je voulais parler, donc c'est un livre de littérature coréenne que je n'ai pas lu là récemment, en fait, que j'ai lu il y a un petit moment, mais c'est vraiment un roman qui m'a marqué et du coup j'avais envie d'en parler quand même dans le cadre de cette vidéo. Je vais pas forcément prononcer le nom de l'auteur parce que j'ai peur de l'écorcher, donc je vous le mettrai là, mais du coup le roman s'appelle Généalogie du mal. On est dans un thriller psychologique que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Alors faut savoir que le genre thriller policier et tout, j'en ai lu pas mal quand j'étais au lycée, c'est un petit peu un genre qui m'a fait quand même rentrer dans l'univers de la lecture et tout, mais que j'ai un peu laissé de côté parce que je sais pas, j'ai eu une impression de en fait c'est bon, j'ai fait le tour du genre et je me faisais plus emporter du tout par ce genre de roman. Et finalement j'ai lu celui-là. On est avec un jeune homme qui se réveille un matin couvert de sang, donc il est chez lui, il est couvert de sang, il y a l'odeur du sang, etc. Il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé dans les dernières heures, et quand il sort de sa chambre et qu'il descend dans son appartement, il trouve sa mère morte elle-même en train de baigner dans son propre sang. Donc le temps de ce récit, donc on est sur un roman de 500 pages, qui se passe vraiment sur une période très resserrée. Je pense que l'intrigue elle dure à peine quelques heures et en fait ça va être vraiment tout le roman, il est construit autour de la remémoration du personnage principal qui va justement essayer de se souvenir de ce qui s'est passé, comment il s'est retrouvé recouvert de sang, comment sa mère est morte et d'essayer de comprendre en fait ce qui s'est passé dans les dernières heures pour se réveiller avec ça quoi. Dans le souvenir que j'en ai, c'est un roman que derrière j'ai offert à mon père, à ma grand-mère, à ma mère parce qu'ils sont fans de, enfin ils aiment
fans, c'est peut-être pas loin, mais en tout cas c'était des lecteurs de littérature noire et de polar et tout. Et ils ont aussi tout autant adoré que moi. C'est vraiment hyper prenant. Le fait d'avancer vraiment avec le narrateur heure par heure, même minute par minute dans le travail qu'il fait pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est vraiment mais complètement captivant. On est sur un roman qui est très psychologique, donc on est à la fois sur ce travail de remémoration encore une fois, mais aussi sur tout un peu une autopsie que le narrateur il fait de ses rapports avec sa mère, de ses rapports avec son frère, avec les membres de son entourage, etc. Ça, c'est quelque chose qui prend une place assez importante et en fait on a vraiment donc un point de vue unique comme dans la plupart des récits à la première personne. Sans spoiler, en fait on va voir qu'on se fait complètement mener par le bout du nez d'un moment à l'autre en fait par le narrateur quoi. Et c'est j'ai trouvé que c'était vraiment une prouesse du genre. Je l'ai pas beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. Je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu et surtout si vous avez d'autres romans de ce style-là, si vous l'avez lu et que du coup vous savez un peu ce qu'il en est, si vous avez des romans de ce style-là à me recommander parce que vraiment j'ai eu du mal à me replonger dans des polars et tout depuis parce que justement j'ai tellement aimé ça que j'ai peur d'être un peu déçue par la suite quoi. Le deuxième roman, pareil, alors ça c'est un très court roman, Le bateau usine de Takiji Kobayashi. Donc ça c'est un roman aussi que j'ai lu il y a quelques années, qui m'avait été offert et qui est un roman en fait que j'avais envie de lire à la base pour des raisons politiques. Donc le bateau usine, on est du coup sur un bateau qui fabrique des conserves de crabes et de poissons. Donc c'est un bateau usine dans le sens où les ouvriers qui sont sur le bateau, on a à la fois des ouvriers pêcheurs et des ouvriers transformateurs en gros, qui vont en fait, en gros le bateau il pêche le poisson et il le transforme, il le met en conserve etc. pour ensuite le vendre sur terre. Donc en fait, on se retrouve avec une espèce de un peu micro-société juste à l'échelle du bateau. On est dans un roman qui, donc peut-être pour présenter un petit peu le genre d'abord, mais je ferai une vidéo vraiment dédiée à ça bientôt parce que ça m'a pas mal été demandé. Mais c'est un roman qui s'inscrit dans le courant qui est la littérature prolétarienne japonaise. Donc on a des auteurs, principalement des intellectuels, qui écrivent sur la condition ouvrière, qui écrivent des romans qui servent à un peu appeler à la révolte contre les conditions de travail et d'exploitation. Et donc le bateau usine il s'inscrit dans ce cadre-là. On est avec un roman qui n'a pas de personnage principal et c'est quelque chose qui est assez intéressant où vraiment le personnage principal c'est la masse des ouvriers qui travaillent sur ce bateau et qui vont petit à petit, de mésaventure en mésaventure, prendre conscience de leur situation d'exploiter et de les armes un peu dont ils disposent pour pouvoir se rebeller contre leurs contremaîtres. On a de temps en temps des personnages qui sont identifiés par leur profession, des choses comme ça, mais jamais ou alors vraiment très rarement nommés et c'est vraiment le corps, le collectif qui va être au centre du roman et être en fait le personnage un petit peu qu'on va suivre dans tout ça. La littérature prolétarienne c'est un courant qui a été assez important au Japon justement parce qu'en fait on a eu un parti communiste qui a été quand même assez important, donner une littérature assez importante qui avait vocation à s'adresser justement aux masses du pays, aux travailleurs et aux travailleuses du pays pour les inciter à la révolte. Et justement ce que j'ai adoré avec le fait de lire un bouquin qui parlait en fait de lutte de classe mais un peu dans un autre pays, c'est que ça permet justement de se rendre compte un peu que la situation d'exploitation elle est la même partout dans le monde et que partout dans le monde on a de très bonnes raisons de se révolter. Alors après j'hésitais entre deux romans pour rester dans la littérature japonaise, donc deux romans de Mishima, Le Pavillon d'Or, je pense qui est un des plus connus, et celui que j'ai préféré qui est Le Marin rejeté par la mer, donc je pense que je vais plutôt me concentrer sur celui-ci. Donc dans Le Marin rejeté par la mer, on est avec un jeune garçon, un enfant de 13 ans, qui va voir sa mère avoir des rapports avec son nouveau compagnon qui est un marin. Le petit garçon en question, il a évidemment une fascination pour la mer, les métiers, en plus avec des uniformes, etc. Donc il voue un peu un culte à ce nouveau beau-père. Dans le même temps, c'est un enfant donc, à un âge où il est un petit peu en train de découvrir la vie avec ses potes et tout, et qui explore un petit peu tout l'aspect malsain de son propre esprit et de l'esprit humain en général, et qui justement avec ses amis développe une fascination également pour la mort, et qui donc vont chercher ensemble des victimes potentielles de leurs expériences morbides. C'est un roman qui m'a été conseillé par Nina, si elle passe par là, après que j'ai adoré Confession d'un masque de Mishima, mais que j'ai trouvé très intéressant, parce que je trouve que Mishima, il a justement une façon d'explorer l'enfance et le rapport au fantasme, etc., qui est assez intéressante. Bon, faut savoir que moi, je peux être, pas facilement, mais j'apprécie pas beaucoup
lire des textes qui sont trop crus sur les questions intimes. Alors je sais pas trop les mots que j'ai le droit d'utiliser sur YouTube, donc voilà. Et Mishima, je trouve qu'il est vraiment dans la justesse. On n'est pas dans le voyeurisme, on n'est pas non plus dans le spectaculaire, genre on va dire des trucs trash et tout ça juste pour, je sais pas, pour captiver. Je trouve que tout est très justifié dans sa façon de construire ses textes, dans ce qu'il décide de montrer, de pas montrer, dans ce qu'il décide de dire clairement et de nous faire comprendre que voilà, tout ça c'est toujours très très juste. Et voilà, moi l'enfance c'est un thème qui me touche particulièrement, et là on a justement un peu cette étude de tout ce qu'il peut y avoir de plus affreux chez un enfant qui en fait est certes un peu naïf, mais aussi c'est pas vraiment construit de morale encore, on pourrait dire. Donc voilà, Mishima c'est un auteur que je vais continuer à explorer. Je sais pas encore avec quoi, enfin bon, en tout cas ça va faire partie là de mes lectures encore dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois plutôt. Voilà, vraiment une très belle découverte, et un auteur que je vous conseille parce que quand même assez iconique de la littérature japonaise, et je trouve qu'il justement vient montrer un peu comment on peut être dépaysé par un certain traitement des rapports, là en l'occurrence des rapports familiaux, des rapports entre enfants et tout. Aussi peut-être se permettre de dire des choses que nous on se permet pas forcément de dire dans la littérature, enfin que les auteurs français se permettent moins de montrer dans leurs œuvres, etc. Pour passer donc à la littérature chinoise, je pense que je vais pas faire dans l'originalité. Le premier roman de littérature chinoise dont je voulais vous parler, c'est Brothers de Yu Hua. Je dis je vais pas faire dans l'originalité parce que j'ai l'impression que c'est quand même un roman qu'on a beaucoup vu sur Instagram notamment ces dernières années. Yu Hua c'est un auteur contemporain chinois qui a pas mal écrit. Moi c'est le deuxième que je lis de lui. Il me semble qu'il publie encore aujourd'hui, mais en tout cas il a des romans qui sont traduits encore aujourd'hui, enfin des inédits qui sont traduits en français. On est sur un peu l'histoire, le destin social de deux frères. Donc, alors, ils sont pas vraiment frères, c'est des beaux-frères en fait, qui sont unis par un remariage et qui vont donc grandir ensemble dans une Chine en pleine évolution, pleine révolution sociale, culturelle, etc. Et donc à travers un petit peu leur destin, parce qu'on les suit littéralement alors pas de leur naissance, mais vraiment de leur petite enfance jusqu'à leur mort. Donc on a un peu un panorama de tout ce qui a été la Chine à ce moment-là, de voilà, quels étaient les enjeux sociaux, économiques, culturels. Et avec deux personnages très différents. Yu Hua, il va nous faire vraiment une fresque assez complète de tous ces enjeux-là. Les deux frères, ils sont très attachants, ils sont très différents, ils sont aussi très antipathiques à leur manière chacun. Et ça, c'est quelque chose que je trouve aussi intéressant, donc là particulièrement dans la littérature chinoise, en tout cas pour ce que j'en ai lu pour l'instant, c'est que je trouve qu'il y a et Yu Hua particulièrement réussit à faire des personnages très complexes qui nous inspirent autant de tendresse que de dégoût, mais quand je dis dégoût, c'est vraiment de la répugnance, quoi. C'est un roman que j'ai trouvé très riche, très éprouvant aussi. Alors de par sa longueur, on est sur on est sur 1000 pages. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant et qui fait vraiment partie des choses qui m'ont dépaysé dans la littérature chinoise, c'est le rapport au fluide corporel, alors, qu'il y a à la fois donc, dans ce roman, mais dans celui dont je vais parler après aussi, et en fait dans tout ce que j'ai lu de littérature chinoise pour l'instant, c'est qu'on a vraiment un rapport à la morve, à la bave, au sang, au vomi, aux excréments, etc., qui est hyper particulier. C'est quand même des choses qui sont très présentes dans les textes à chaque fois et qui, j'ai l'impression, servent à venir un peu appuyer des états d'âme, des émotions, des moments, alors pas forcément des moments qui se passent pour les personnages en eux-mêmes, mais en tout cas des moments qui vont être d'une grande violence ou d'une grande douceur, enfin bon voilà. Et que vraiment ces fluides là, ils vont venir, en tout cas leur mobilisation dans le texte va venir un peu appuyer tout ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez dépaysant parce que, à part dans la littérature chinoise, pour l'instant, il n'y a aucun autre texte dans lequel j'ai été confrontée à ça. Alors peut-être que vous me contredirez en commentaire et je serais ravie de voir ça ailleurs, mais bon, moi j'ai quand même trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez particulier dans la littérature chinoise en général et donc dans Brothers en particulier. C'est un roman à la fois historique, social et une magnifique œuvre de littérature, encore une fois sur la construction des personnages particulièrement. Et juste sur l'aspect historique, alors ça va faire le lien avec le dernier roman dont je vais vous parler, mais c'est justement quelque chose que j'ai trouvé particulièrement intéressant et dépaysant dans la littérature asiatique, particulièrement dans la littérature chinoise et japonaise que j'ai pu lire, c'est qu'on a justement une approche de l'histoire qui est très différente de la nôtre, un focus qui est fait sur d'autres événements desquels on est beaucoup moins familier, en tout cas moi qui ai fait tout mon parcours scolaire en France, etc. Et là justement de voir un peu tout ce siècle quasiment qui s'écoule, c'est assez intéressant et ça permet justement d'explorer des nouveaux enjeux et tout. Donc voilà, moi ça j'ai trouvé ça vraiment chouette et donc ça m'amène à le dernier livre dont je voulais vous parler.
Et donc le dernier livre dont je voulais vous parler, c'est 4 générations sous un même toit de Laoshi, je pense que ça se prononce, bref. Donc vous voyez, il y a un petit 1 parce qu'en fait c'est un roman qui est en 3 tomes. Celui-là il fait déjà 700 pages, le tome 2 il fait 700 pages également, et le tome 3 je pense fait environ 400 pages. J'ai lu que le premier tome, mais je voulais quand même vous en parler parce que justement, je trouve que sur les questions historiques, c'est hyper intéressant. 4 générations sous un même toit, on est dans un quartier de Pékin où on va suivre, alors là cette fois pas un focus sur un personnage qu'on va suivre tout au long de sa vie, mais là sur une courte période, la vie d'un quartier et donc de tout son voisinage. Donc à la fois les enfants, enfin voilà, on a 4 générations, quoi, c'est dans le titre, qui cohabitent en temps de début, enfin en tout cas d'occupation de la Chine par le Japon, donc au début de la Seconde Guerre mondiale. C'est justement un aspect de la Seconde Guerre mondiale que moi j'ignorais. Je savais que ça avait eu lieu, si vous voulez, mais dont j'avais pas du tout j'avais aucune connaissance là-dessus. Et je trouve ça hyper intéressant justement d'aborder cette période par un prisme très désoccidentalo-centré. Mais donc là voilà, on a donc la prise de Pékin par les Japonais, on a le massacre de Nankin, on a tout ça qui se passe. Oui, d'ailleurs ça c'est quelque chose qui est assez intéressant dans ce roman-là, c'est que sur là plus la construction littéraire du truc et tout, c'est qu'en fait il y a un côté huis clos que moi j'aime beaucoup, parce qu'en fait on est vraiment coincé dans ce quartier. Alors on sort un petit peu dans la ville, on va un petit peu dans Pékin et tout, mais on ne sort jamais de Pékin. De temps en temps on va avoir des personnages qui vont venir de l'extérieur et nous raconter des choses qui se passent dehors. On va avoir la radio qui va évoquer des événements qui se passent à l'extérieur, etc. Mais à aucun moment, nous, lecteurs, on sort de la ville. Et donc il y a ce truc de, voilà, on est vraiment confiné, on est vraiment sous cette emprise-là de l'occupation avec les personnages. Et ça, c'est assez fort, c'est très, très réussi, je trouve. Enfin voilà, on se sent un peu étouffé, tourné en rond, pris au piège avec les personnages. Alors je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, c'est un roman que, en tout cas pour le premier tome, que j'ai vraiment adoré. Peut-être que je vous en parlerai plus longuement quand je l'aurai terminé, quand j'aurai terminé les deux autres tomes. Donc une œuvre que je vous conseille de lire, d'offrir à des gens que ça pourrait intéresser, qui seraient peut-être un peu curieux. Et ben écoutez, c'est tout pour moi, pour cette deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez découvert des livres, que je vous aurai donné envie de les lire, et je serais très curieuse d'avoir vos recommandations, principalement de littérature chinoise et japonaise, mais également coréenne. Donc voilà, le fait d'aborder les rapports humains et sociaux d'une autre manière, le fait d'avoir un autre point de vue sur l'histoire et les événements historiques qu'on a nous et qu'on nous raconte, le fait d'avoir aussi un tout autre rapport au corps, au fantasme. D'ici la prochaine fois, n'hésitez pas à me dire s'il y a des thèmes de vidéos que vous aimeriez voir. J'ai prévu de faire un petit peu des vidéos thématiques comme ça, avec des sélections de bouquins autour, je sais pas trop encore, mais sûrement autour d'un pays, autour d'un thème et tout. Quelque chose que que j'avais envie de faire. J'ai prévu aussi de faire des vidéos spécifiquement sur un auteur en particulier. Voilà, donc pareil, s'il y a des auteurs que vous savez que j'aime et dont vous voulez que je vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir. On se retrouve, j'espère, très bientôt dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et faites de belles lectures.